Edgar Grelot est là. Edgar, bonsoir. Salut Gilbert, salut tout le monde. Moi je la veux bien l'anecdote de 99. Non, mais il n'y en a pas en fait. Sur la Alors, si tu es là, c'est pour nous parler de la Super Coupe d'Espagne. Donc là, c'est comme en Oui. France, hein, ça se joue dans le Golfe, Arabie Saoudite, tout ça. On connaît l'histoire pour le projet sportif, bien sûr. Ça fait toujours polémique en Espagne, que ce soit en Arabie Saoudite ou maintenant c'est Aux Émirats, non C'est aux Émirats cette année. Arabie Saoudite, ouais. Arabie Saoudite, ça avait Arabie changé Saoudite. peut-être. Mais ça fait toujours polémique ou c'est rentré dans les mœurs maintenant? Non, voilà. En fait, ils ont signé un contrat sur 10 ans. Donc, ils ont signé en 2019 et c'est pas comme. On renégocie pas tous les ans. C'est voilà, jusqu'en 2029, ce sera en Arabie Saoudite. Donc, tout le monde a accepté. Et ils prennent combien? C'est habitué. Ils prennent 40 millions par an. Et donc après, c'est la Fédé qui distribue. T'as Et compris, les c'est pas clubs, 3,5 millions du trophée des champions. Ah ouais, là. en fait, ils prennent les droits TV de la Ligue 1, quoi, sur en fait, 3 matchs. Juste pour un week-end. Ouais. Et après, les clubs, sur ça, ils touchent donc les 4 clubs. Parce qu'il y a 3 matchs, 4 clubs qui participent. Et les clubs touchent la moitié des 40 millions en fonction déjà du prestige du club. Donc de base, Donc ça fait 20 millions, ça le fait Real 5 Madrid et millions le par Barça club. touchent plus. Et après, si d'accord. tu gagnes la compétition, je crois que tu gagnes 2 millions en plus, voilà, en fonction de tes résultats. Bon. Mais par exemple, quand Mallorca avait disputé la compétition l'année dernière, ils avaient touché beaucoup moins que les autres. Parce que en fonction de l'attractivité de ton club, et d'ailleurs c'est aussi pris en compte dans le calcul des droits télé en Ligue 1, hein, tout le monde ne touche pas pareil, tout simplement en fonction de l'attractivité de ton club et on va dire du nombre de supporters qu'on estime que tu rapportes aux audiences, quoi. D'accord, donc Bilbao cette année va toucher moins que les 3 autres, Atlético, Real et Barça. Oui, exactement. Bah, alors là, le problème, c'est qu'on voulait te faire analyser le match, mais il n'y a pas grand-chose à analyser parce que le Barça a éclaté littéralement Bilbao. Oui, mais 5-0, ils avaient déjà gagné 4-0 il n'y a pas si longtemps en plus en championnat face à l'Athletic. Franchement, Bilbao cette année, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous aviez eu un œil sur le match, mais j'ai l'impression Moi, que j'ai regardé la première période, c'était. Bah, voilà. voilà. Mais après, j'ai Tu quand même peux été t'arrêter impressionné là, hein. par le Barça. J'ai l'impression de retrouver un peu le Oui. Barça de la deuxième partie de saison dernière, quand même. Mais tu sais ce que c'est la différence? C'est qu'il y a Rafinha. Rafinha, il le apporte, retour du grand Et Rafinha. sans Yamal, tout ça. Il faut que tu nous parles aussi Ouais. du petit. Rafinha qui Bardi. était mon MJDM avant le MJDM actuel. C'est vrai. Non, Vous mais vous Rafinha, souvenez en fait, au-delà de son niveau de jeu qui est énorme, et d'ailleurs, moi, il y a une chose que j'adore avec ces joueurs, c'est quand tu tires, tu as l'impression vraiment que à chaque tentative, il y croit à 100%. Le nombre de joueurs qu'on voit tenter des trucs après avoir réussi 2-3 dribbles, et tu as l'impression que même eux n'y croient pas vraiment. Si je dois comparer poste pour poste, un Vinicius Junior, le nombre d'actions où il termine qu'à moitié après avoir pourtant fait une superbe action, Rafinha, il a une détermination qui est assez impressionnante, je trouve, et je pense que c'est ça aussi qui fait sa réussite. Mais surtout, il apporte un sérieux, un charisme, un leadership à cette équipe qui lui fait le plus grand bien. Non, mais c'est un pour joueur ça aussi. extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez vu, à la 60e minute, son équipe mène 5-0, il est encore là à faire du pressing. Non, mais franchement, c'est un joueur qui est exceptionnel. L'année dernière, pour moi, il était dans la discussion du Ballon d'Or également, même si il a été un peu moins bon après, parce qu'il a eu une blessure. Mais c'est vrai que Rafinha, pour l'avoir vu débuter à Guimarães à l'époque sur RMC Sport ou anciennement SFR Sport, c'était déjà un phénomène. Ensuite, il est passé à Sporting. Il est arrivé très très vite. Il n'est pas resté longtemps à Rennes, mais il faut quand même se rappeler qu'il a joué à Rennes avant d'aller. Oui, alors à Rennes, c'était un bébé, quoi. Ouais, non, il avait déjà, je crois, 23-24 ans à Rennes. Ouais, il avait eu du Sporting avant Rennes. Il avait eu déjà 2 clubs professionnels en Europe, et ensuite il avait vraiment explosé avec Marcelo Bielsa à Leeds. Mais c'est un joueur, tu vois, souvent on dit, tiens, est-ce que ce joueur, c'est ton football, c'est pas ton football? C'est un joueur, moi j'aime tellement ce gars parce qu'il est en train de tirer la quintessence et le maximum de ce qu'il pouvait tirer de sa carrière. Et on voit que le gars, il profite, il donne tout dans un énorme club. Et il est en train du Barça. Hein. Ouais, capitaine du Barça, mais aussi capitaine par l'exemplarité. Et c'est ce que disait Edgar, c'est aussi sans le ballon. Mais sans le ballon, c'est un charognard. Il presse pendant 90 minutes, voire 95 minutes. Et franchement, bravo, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est, bien sûr, avec Lamine Yamal, mais c'est clairement l'homme fort de cette équipe. Et le sans ballon, c'est important parce que quand tu as une ligne très très haute comme la ligne du Barça, en fait, le pressing et le fait que tout le monde bouge quand il faut, là où il faut, et fasse les bons efforts, c'est d'autant plus important parce que si tu as quelqu'un qui fait pas son travail, derrière, ta défense, elle prend l'eau. Et donc, Rafinha, il apporte aussi, ça paraît dingue, mais il apporte aussi à sa défense, en fait, directement, par les efforts qu'il fait, et il pousse tout le monde à faire ce genre d'efforts. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Hansi Flick a souligné plusieurs fois depuis qu'il est revenu. Et pourquoi Yamal ne jouait pas? Il est blessé, Yamal?
Non, il est rentré d'ailleurs, mais il est laissé au repos plutôt. Ils font quand même attention avec lui, avec sa pubalgie, avec les soucis qu'il a pu avoir cette saison, mais ils voulaient surtout le laisser au repos et il a joué quand même une vingtaine de minutes. Et ça a permis donc de voir le fameux Bardji que moi j'avais pas vu jouer avant. Et il a marqué d'ailleurs. Impressionnant il aussi. marque, il fait 2 passes décisives et surtout, c'est quelqu'un, il joue avec énormément de personnalité à chaque fois qu'il joue. Et il a vraiment pas peur, parfois avec plus ou moins de réussite, mais il a vraiment pas peur, il provoque, il apporte du déséquilibre, ce qui est exactement ce qu'on veut du remplaçant de Lamine Yamal. Donc non, c'est une très belle pioche et encore une fois, d'avoir cette personnalité quand tu commences et que t'es pas une star du Barça, que t'as que 20 ans, c'est très fort ce qu'il est en train de montrer. En Suède. À Koweït City. Koweït. Voilà. Ah, Décidément, il est suédois, non, la boucle est bouclée. En fait, ce qui est intéressant, parce que tous les ans on se demande, c'est souvent impressionnant avoir joué toi le Barça et tu te dis tiens cette année il va falloir faire gaffe en Ligue des Champions. Enfin, tu vois, et c'est vrai que là cette année quand tu vois que eux ils se permettent, puisqu'on a notre débat sur le trophée des champions, de laisser Yamal sur le banc, et t'as quand même qui rentre Rashford, donc Yamal évidemment qui sera plutôt un titulaire, Rashford et Olmo. Ouais, non, mais leur sujet c'est derrière, comme ça a été l'année dernière, c'est là encore plus cette saison, c'est défensivement c'est plus compliqué en fait le Barça. C'est est-ce qu'ils vont faire quelqu'un pendant ce mercato en défense ou pas? Joao Cancelo. C'est ça qui est en Arabie Saoudite et qui veut revenir, c'est ça? Oui, mais il faudra voir comment ils l'utilisent. Est-ce qu'ils le mettent parce que ce qu'on peut imaginer, par exemple, ça impliquerait de recentrer Koundé. Ça peut être une option. Parce que si déjà ça donne de la concurrence à Koundé côté droit, je pense que ça lui fera aussi du bien. Mais Jules Koundé, initialement, ça reste un défenseur central. Alors ça fait des années qu'il joue latéral droit. Mais quand tu vois les manques qu'ils ont en défense centrale, ça t'ouvre une nouvelle option peut-être. Alors on verra comment il l'intègre. Est-ce qu'il vient juste pour soutenir, on va dire, Koundé et donner une autre option? Mais Jules Koundé peut jouer défenseur central. Et carrément, à une époque on disait même, quand il galérait arrière droit, on disait même que c'est parce que lui, et lui ils le disent aussi d'ailleurs, qu'il était plus défenseur central qu'arrière droit. Non mais c'est un défenseur central initialement. Il a toujours été défenseur central. Mais maintenant à l'inverse, il est formé défenseur central. Et en fait, déjà que tu es un peu bancal défensivement, si tes latéraux ça devient Baldé d'un côté et Cancelo de l'autre, qui sont pas, tu vois, les meilleurs, ils sont beaucoup plus contre-attaquants que défenseurs. Ça peut devenir compliqué aussi. Aujourd'hui, de toute façon, il y a deux types de latéraux. Maintenant, c'est très clair. C'est soit tu es un ancien ailier comme Cancelo, comme Baldé, soit tu es un ancien défenseur central. Il n'y a plus vraiment de spécialistes du poste, même si ça a été le cas aussi, avec Lilian Thuram qui a joué aux deux postes, mais des vrais Lizarazu, des mecs qui ont joué toute leur carrière latéral gauche, même si Lizarazu, je crois qu'en jeune, il était lié gauche, un truc comme ça. Ouais, mais c'est vrai que lui, c'était vraiment le vrai latéral gauche, mais moderne, comme Willy Sagnol, par exemple, qui a aussi joué toute sa carrière latéral gauche. Aujourd'hui, soit tu as des latéraux comme Kimmich et Cancelo qui ont joué au milieu ou inversement, mais c'est très très rare. Concluons sur juste un truc quand même sur il reste un truc sur la façon dont il joue quand il les voit. Alors évidemment là ça marche très vite, il marque très très vite, très très fort, mais c'est évidemment le déséquilibre et la façon de jouer si haut tout le temps. Tu te dis qu'effectivement tu as quand même, a fortiori si tu as un problème défensif, tu as quand même moyen de les prendre. Alors c'était pas le cas ce soir avec Bilbao évidemment, mais tu as quand même ce souci de l'équilibre qui fait un peu peur côté barcelonais. Fred est là au 32-16. Salut Fred, supporter barcelonais. Ouais, bonsoir à tous. T'as regardé le match? Salut Fred. Ouais, j'ai regardé le match et je rejoins le dernier commentaire qui a été fait. C'est que on voit un très beau Barça, on voit un énorme gardien qui, je pense, va bousculer en sélection un peu la mise en place de Unai Simon. Surtout c'est Unai Simon ce soir en face. C'était Unai Simon, ouais. Parce que il fait pas son meilleur match. Et on a un très très grand Joan Garcia depuis le début de la saison, donc je pense que ça va bousculer un peu. On voit un grand Barça parce qu'on a une attaque qui fonctionne bien, on a un grand Rafinha et force est de constater que quand il n'est pas au top, l'attaque est un peu mise à défaut. Maintenant en défense, ça fonctionne bien, mais c'est Bilbao en face. Face aux grands cadors d'Europe, les défenses, comme on a l'habitude de pratiquer en jouant très haut, on se fait très vite mettre en échec et on prend des buts cons. Donc pour l'instant ça fonctionne bien. Je pense que Eric Garcia fait bien le taf. La défense centrale Pau Cubarsí c'est très bon. Maintenant l'arrivée de Joan Cancelo, ça va être bien pour pallier un peu parfois les défauts que Baldé peut avoir sur le côté.
ça peut être que du bon. Mais pour l'instant, ça va bien, mais j'ai guère de gros doutes sur la réussite au niveau européen. Ah, tu crois pas ? Non, j'y crois pas. Au niveau européen, on sera trop juste. Je pense qu'au niveau national, on va pouvoir faire quelque chose. Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, j'espère qu'on la prendra dimanche. Mais honnêtement, face aux grands cadres d'Europe, je trouve qu'on est un peu juste, mais c'est par rapport à ce positionnement défensif, cette technique de positionnement défensif. Pour moi, il est pas bon. On n'a pas les joueurs pour. Bon, on verra dimanche. Merci Fred. Merci à vous. Bonne soirée. Salut Fred. Alors justement, demain, donc Atlético Real, qu'est-ce qu'il faut savoir, Edgar, les infos de veille de match? Alors, qu'il n'y a pas Kylian Mbappé, évidemment. Donc, il est toujours pas là. Il y a toujours un mince espoir de le voir dans une éventuelle finale, mais a priori, ce serait quand même une petite prise de risque. Et donc, qui dit pas de Kylian Mbappé, dit encore une fois Gonzalo Garcia qui devrait être titulaire devant, qui a mis un triplé contre le Betis. Et c'est vraiment celui dont tout le monde parle ces derniers jours parce qu'il a tout du profil qui manquait au Real Madrid et parce que en plus c'est un joueur formé au club, c'est un joueur qui était capitaine dans les catégories inférieures depuis qu'il a 11 ans. Ils ont retracé tout son parcours en sortant des interviews où il parlait déjà des 3 points, c'est l'essentiel, quand il avait 12 ans à la télé. Donc c'est une belle histoire pour l'instant et il y a l'interrogation de voir, voilà, est-ce que le Real Madrid va mieux jouer avec un vrai numéro 9, comment le Real Madrid va s'en sortir. Et puis en face, l'Atlético, c'est un petit peu l'inverse. On en parlait lundi dans les drôles de dames. C'est là, tu as une mauvaise dynamique d'équipe et tu as surtout un Julián Alvarez que tout le monde attend un petit peu au tournant parce que son dernier vrai fait d'armes, c'était justement face au Real Madrid et c'était fin septembre. Et depuis, il a énormément de mal. Il a mis un seul but en Liga, il me semble, et il a mis surtout, il a plus marqué dans le jeu en Liga depuis le mois de septembre. Donc c'est vraiment problématique et il a besoin à nouveau de montrer qu'il peut être le leader de ce projet-là, de ce nouveau projet aussi de l'Atlético qui a été racheté, qui a beaucoup d'ambition et peut-être qu'on l'a vu très beau tout de suite. Alors c'est un super joueur, mais il va falloir maintenant montrer dans la régularité qui peut être le grand joueur qu'on voit tous en lui. Maintenant, je pense que c'est un big game player et c'est donc dans le genre de match qu'on peut avoir demain qui va avoir envie de montrer que c'est toujours le Julián Alvarez qu'on connaît. Merci Edgar, bonne soirée. Merci messieurs, à très vite.